Comme on l'a expliqué un peu à l'atelier précédent, on s'attendait à faire un atelier, alors que là, avec le monde qu'il y a, on va essayer de s'ajuster avec la formation qu'on avait déjà préparée. Et ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de périodes au niveau de la question, alors qu'il y a beaucoup de questions. Donc, on va essayer de faire dans la mesure du possible pour qu'on ait le plus de temps pour pouvoir réfléchir et répondre à vos questions. Donc, l'atelier porte bien sûr sur la question du sevrage. Et à la base, quand on parle de sevrage, la référence par rapport à nos clients dans un premier temps, qu'on lui propose d'entreprendre ou que le client nous demande de l'accompagner dans la question du sevrage, souvent la référence pour nos personnes, c'est souvent associé à pas nécessairement quelque chose de plaisant. Donc, juste au niveau de la terminologie, d'entreprendre un sevrage peut être effectivement associé à je vais être en manque, est-ce que je vais filer bien, tous ces éléments-là. Donc, un des autres éléments auxquels j'accorde plus d'importance, je pense un peu plus rapidement si on va avoir du temps aujourd'hui, c'est qu'on a vu ce matin, Dr Bruno a bien expliqué les nouvelles recommandations, donc je ne passerai pas sur cet élément-là qui met en lumière le fait d'éviter de proposer la prise en charge de sevrage isolément. Je pense qu'elle a bien expliqué ce matin d'aller davantage vers le long terme. Et dans les cas où les personnes expriment le besoin de pouvoir diminuer le dosage de leur médication dans un premier temps, c'est de le faire de façon progressive et graduelle. Et Andrea, ma collègue, va, dans une situation, présenter un peu le cheminement d'une personne qui se sevre. Première des grandes questions, c'est nous-mêmes, comme cliniciens, je vous adresse finalement ce premier mouvement-là, qui est, dans un premier temps, nous sommes tous habités avec des expériences cliniques et on a tous un propre biais par rapport à notre clientèle en fonction, nous comme cliniciens, quelle est notre propre perception par rapport aux clients qui se servent. Donc souvent on reçoit cette demande-là, soit au début du traitement ou au cours du traitement. Les personnes expriment le besoin de pouvoir changer certains éléments de leur vie. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir, nous, comme cliniciens, comment on se pose. Donc je vous réfère dans un premier temps, vous, quelle est votre position ou vos premières réflexions avec vos expériences par rapport à notre clientèle en fonction de ce qu'on pourrait dire le niveau ou le pourcentage de personnes qui peuvent réussir un sevrage. Donc, moi, je crois fermement qu'on est tous un peu biaisés par nos expériences où souvent, on a souvent des situations qui sont un peu plus anecdotiques. Et je me fais garant, dans un premier temps, de vous donner des données, des statistiques dans un pays qui me permet, moi, comme clinicien, de pouvoir, quand je reçois une demande de mes clients, de pouvoir l'accompagner dans un sevrage sur une courte période ou en début de traitement ou versus long terme, de pouvoir un peu situer ces éléments-là. Vous comprendrez que quand on parle de sevrage, un peu ce que le Dr Bruno disait ce matin, là, on ne parle pas de quelque chose à court terme, mais il y a des clients qui, dans leur perspective, quand ils commencent un traitement, ils veulent dire je veux me sevrer parce que dans 3 mois, je m'en vais dans l'Ouest canadien. Donc, il faut quand même recevoir cette demande-là pour savoir comment on peut l'accompagner avec tous les éléments qui amènent un sevrage. Alors, nos perceptions à l'égard du sevrage aux opioïdes, j'en parle, est souvent influencée par nos expériences cliniques. Donc, dans un premier temps, on a toujours des situations qu'on a vécues, comme disait j'ai vécu une situation dernièrement, je fais une parenthèse, d'un jeune de 18 ans qui intègre nos services, après un an et demi, arrive à se sevrer et tout ça. Et on l'a beaucoup accompagné, il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là, puis je pourrais vous dire honnêtement que quand la personne a comme son dernier rendez-vous, on a rencontré avec l'équipe au complet, et on s'est dit « Wow, quel bel job qu'on a fait avec cette personne-là ». Mais on sait que dans la réalité, les personnes rencontrent beaucoup d'obstacles, surtout à 19 ans, quand on fait ce choix-là, de pouvoir se sevrer. Et c'est comme, j'appelle souvent un peu comme clinicien, des espèces de fantasmes inconscients qui nous ramènent à nous dire, est-ce que comme clinicien, nous, au-delà de tout ce qu'on nous dit sur la possibilité que les personnes puissent se sevrer, est-ce qu'on a un peu des fantasmes qui nous disent, mais ça serait le fun de vivre une expérience positive avec un client avec une finalité où que la personne finalement se sauve et tous ces éléments-là. Donc, moi, ça m'interpelle, c'est pour ça que je vous en fais une question à réflexion à ce niveau-là, savoir qu'est-ce qui nous habite comme cliniciens, nous, dans notre perspective, de nos clients qui nous puissent se sevrer. Les autres éléments, c'est quand on regarde un peu les limites des données de recherche auxquelles on se rend compte souvent, c'est des données qui tournent alentour des sevrages à court terme, parce que les sevrages à court terme fonctionnent, ces éléments-là. Moi, j'ai beaucoup de difficultés comme clinicien au fil des années d'essayer de
d'essayer de voir ou d'observer ou au niveau de la littérature, d'avoir des espèces de schèmes en disant est-ce que je peux faire une espèce d'association avec ce qui se passe avec des personnes qui vivent en Suisse ou des clients qui sont incarcérés pendant un certain temps, qui font un sevrage? Est-ce que je peux transposer ces situations cliniques-là au niveau des recherches pour les ramener, nous, au Québec, au niveau de notre réalité? Et c'est pour ça que j'ai décidé, on a décidé au CRAN, j'ai porté ce dossier-là pendant plusieurs mois, je dirais des années, pour faire un peu d'historique de nos clients qui sont admis dans nos services, puis qu'est-ce qui se passe avec nos clients qui ont un sevrage. C'est évident que la définition aussi du TO comme étant une maladie chronique, tout ça peut aussi influencer notre approche en disant est-ce que c'est possible de pouvoir sevrer parce qu'on le voit, on le définit à bon escient à l'effet qu'on a une maladie chronique récidivante. Et il y a aussi la question des nouvelles approches au niveau de la neuroscience, une science qui nous amène avec des imageries au niveau des cerveaux qui nous montrent clairement avec des gros contrôles que finalement il y a des altérations au niveau neurobiologiques qui sont persistants au niveau du cerveau de notre clientèle qui ont eu un traitement, qui ont eu une dépendance, qui ont eu un traitement. Et on se rend compte que même après la période de sevrage, il reste toujours avec des facteurs de fragilisation. Et ça, les clients sont souvent en mesure de pouvoir nous parler de cette réalité. Donc, petit quiz. Première question, quel est le nombre de patients qui ont complété leur traitement au cours de la première année au niveau du CRAN? Donc, on a fait une étude à partir de 2012 jusqu'à 2017. Là, je vous invite à commencer à réfléchir à ce moment-là, combien, sur l'ensemble des personnes qu'on a eues, combien de ces personnes-là ont pu se sevrer. Donc, je vous montre le graphique qui démontre clairement qu'on a admis 342 clients. Excusez, j'ai trop vite. 342 clients. Et on se rend compte qu'à travers ça, c'est toutes des admissions électives de tous des nouveaux clients qui ont été admis dans nos services. Donc, on a admis 342 clients et on voit un peu tout le cheminement au fil des années, des personnes qui ont été des dossiers, on voit qu'il y a des dossiers inactifs, des patients qui ont été transférés, soit dans la communauté ou vers relais, des clients qui ont été transférés vers, au niveau de la périnalité, des clients qui ont décédé, il y a eu de la prévention et tout ça. Donc, à main levée, sur les 342 clients, comment vous pensez qu'il y a de personnes qui ont été sevrées au cours de la première année? Main levée, mettons, entre 0 et 5 clients. OK, c'est pas beaucoup. Nos pessimistes ont commencé à se... Alors, entre 5 et 10 de nos clients qui ont réussi à se sevrer au cours de la première année. 15 et plus. Ça commence. Entre 15, là, on va y aller à 20 et plus. OK. On a Hélène qui est optimiste. C'est excellent. Donc, la réalité, des études qu'on a faites, on a un taux de 10 personnes sur l'ensemble des clients, des 342 clients qui ont réussi à se sevrer. Ce genre d'études-là, malheureusement, je trouve qu'on n'en a pas assez au Québec au niveau des études qu'on puisse faire à ce niveau-là pour donner un peu une couleur sur l'ensemble des personnes qui sont traitées en traitement et qui, à la base, peuvent nous demander à court terme de dire quelles sont les perspectives de me sevrer rapidement. Vous voyez aussi qu'il y a aussi des clients qui demeurent inactifs, ces éléments-là. Si on fait le même processus par rapport à l'ensemble des clients qui ont été en traitement, on parle de 342 clients, sur l'ensemble de tous les clients, c'est-à-dire que des personnes, ça fait depuis 2012 jusqu'en 2017, combien vous pensez de ces personnes-là ont eu un sevrage? Donc, on a vu que 10 dans la première année. Là, c'est l'ensemble, sur tout le continuum. Maintenant, ça fait 5 ans. On va commencer entre 0 et 5. On se lève la main. Oui, on a fait le sevrage qui ont finalement complété le traitement. C'est des dossiers. Donc, entre 0 et 5, des personnes, on a un optimiste, entre 5 et 10, entre 10 et 15, entre 20 et 25, 30 et plus, 40 et plus. Alors, mouvement de tambour. Donc, on a exactement 29 points pourcentage de alentour de 9% de clientèle qui sont réussi à sevrer au cours sur l'ensemble des 342. Vous voyez qu'il y a d'autres facteurs aussi. L'autre statistique nous démontre clairement que si on regarde juste les personnes qui sont toujours en traitement, parce que là, on a vu qu'il y a des personnes qui sont devenues inactives, il y a des personnes qui ont été transférées. Si on prend l'ensemble des clients au niveau des sévices réguliers, donc on parle de 300, je vais juste enlever ça,
311 clients qui ont, pendant toute cette période, qui sont toujours en traitement, qui ont été en traitement. On touche un pourcentage autour de 14 qui sont en traitement. Ça veut dire, vous comprenez que les clients qui demeurent inactifs, les clients qui ont été transférés, on ne peut pas nécessairement faire leur compte de ces clients-là. Mais ça, on s'arrête autour de 14 pour les clients qui sont ceux qui sont toujours en traitement dans nos services. Donc ça met un peu en lumière la question, quand on adresse la question des personnes qui veulent se sevrer, ça nous donne une couleur autour de 3 dans les premières années, dans la première année de traitement, et à long terme, on tourne alentour du 14 quand les personnes sont toujours en traitement. L'autre élément qui est pertinent, c'est celle aussi encore de diapo. On m'avait dit que c'était un gars de statistique. Tout ce qui est en jaune, c'est des clients qui sont sevrés dans la première année. En bleu, c'est entre 1 an et 2 ans. Et par la suite, c'est des clients plus que 2 ans. Donc, on voit quand même, malgré ces éléments-là, avec les diapos que vous voyez actuellement, qu'il y a quand même une partie importante de nos clients qui se sont sevrés quand même sur une fenêtre des 2 premières années dans nos traitements. Donc, au-delà des données qu'on a sur le taux des personnes qui se sont sevrées, on a aussi une réalité qu'il y a des personnes, qui réussissent de se sevrer au cours des 2 premières années, quand une personne fait une demande. Là, il reste à savoir si la clientèle des services renouvelés au niveau du CRAN est représentative de ce qu'on peut avoir dans l'ensemble des autres offres de traitement qu'on peut offrir dans l'ensemble du Québec. Par exemple, un élément, il y a 46 de notre clientèle qui consomme des drogues intraveineuses lors de l'admission. Ça veut dire que c'est quand même un élément. 70 sont des hommes, 30 sont des femmes. Il y a tous des indicateurs qui nous disent, entre autres, on a 60 de clients qui étaient intégrés, c'était leur premier traitement. Il y a, par exemple, il y a des données aussi qui sont intéressantes dans la mesure que quand on accueille un client, c'est aussi intéressant de savoir si les personnes ont déjà été en contact avec la molécule. Donc, on n'a pas loin de 55 58 de notre clientèle qui avait déjà eu un contact avec la molécule en nouveau traitement, qui peut aussi définir le choix qu'on peut avoir dans le choix de traitement. Donc, c'était des éléments que je voulais apporter au niveau un peu plus statistique. Comprendre les raisons qui motivent la demande de sevrage. On en a parlé beaucoup ce matin, d'où la question de la révision au niveau un peu des lignes directrices. C'est toute la notion des exigences du cadre clinique entourant le traitement TUO. C'est-à-dire quand on regarde un peu la structure d'aller régulièrement des rendez-vous en début de traitement, la présence à la pharmacie, c'est des raisons raisonnables. Les études démontrent au niveau du CRAN qu'un client qui intègre dans les services dans une équipe interdisciplinaire comme le nôtre, comme centre spécialisé, en moyenne, le client va être vu par le médecin 8 fois dans la première année, 7 fois par l'infirmière et 6 fois par l'intervenant psychosocial. Ça, c'est simplement des rencontres dans le bureau avec un client. Et là, il y a tous les autres éléments qui sont associés aux appels téléphoniques, changement de pharmacie, tous ces éléments. On parle juste de contact direct à ce niveau-là. Il y a toute la question de nos limites dans la gestion des effets indésirables. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des raisons qui motivent les personnes au sevrage? On sait que par ailleurs, au niveau de la méthadone, ça nous amène beaucoup, les clients ont beaucoup de sevrage, pas de sevrage, mais des effets indésirables associés à la médication, ce qui fait que, par exemple, on parle de la prise de poids, la sudation, on parle d'hypogonadisme chez l'homme, l'apnée du sommeil, c'est tous des éléments qui amènent une personne au cours du traitement à pouvoir entreprendre une baisse de la médication. Il y a aussi le désir de changement, de devoir changer quelque chose dans leur vie. Il y a tous des projets de vie, grossesse. Je veux avoir des enfants, j'aimerais ça me pouvoir me sevrer avant d'avoir des enfants. Ça revient régulièrement, changer d'endroit et tout. Et toute la question des pairs, la pression des pairs associée, soit positive ou négative. Une nouvelle relation amoureuse, je veux changer des choses dans ma vie, ou la pression des pairs qui dit « mais je ne comprends pas pourquoi tu es encore en traitement alors que tout va bien ». Les risques associés au sevrage des opioïdes. On en a parlé un peu ce matin, hein, toute la question de, bien sûr, quand on arrête subitement ou qu'il y a un sevrage au niveau de la clinique, il y a toujours le risque de décès associé, bien sûr, au fait que les personnes ne peuvent venir plus à risque. Il y a une désensibilisation et tout ça. Donc, dans la littérature, on trouve beaucoup cet élément-là. Il y a bien sûr la question des comportements à risque dans un contexte de rechute. Il y a les facteurs compensatoires avec d'autres psychotropes, mais souvent en baisse de la médication. Souvent, on peut observer, c'est vraiment un rôle des cliniciens d'observer s'il n'y a pas une compensation avec un autre psychotrope, de l'alcool, entre autres, qui est très fréquent, pour essayer de compenser au niveau des symptômes. Et ça, c'est des indicateurs pour les cliniciens, Andrea en parlera, pour nous dire « Oh, il faut être vigilant et c'est peut-être le moment de pouvoir arrêter la baisse de la médication ».
Perception de la notion d'échec, vivre des échecs continuellement fait en sorte qu'il faut faire attention à ces éléments-là. Il y a toute la question du perte de l'espoir, de la confiance aussi de l'entourage, et bien sûr, composé avec l'ensemble des symptômes qui persistent dans le temps. C'est très défini, les patients en parlent régulièrement, que même quand on arrive à compléter un sevrage, il y a vraiment une période de fenêtre dans la première année qui est extrêmement difficile au niveau des changements. Souvent, il y a une persistance au niveau des problèmes d'insomnie. Souvent, les personnes vont être adédoniques, il y a des humeurs qui peuvent venir des plus dépressées. C'est qu'au-delà de l'accompagnement qu'on fait avec les personnes en période de sevrage, il faut aussi penser à l'autre période qui est après le sevrage. Quelles sont les raisons qui nous incitent à proposer des changements de molécules? J'en ai parlé un peu, c'est toute la question des effets indésirables associés à la molécule. Il y a aussi les difficultés de poursuivre la baisse de la médication. Il y a aussi l'élément des projets de vie et toute la question de l'espoir relié à de nouvelles molécules.